Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire la routine habituelle, c'est-à-dire pas de sujet spécifique, pas de news. Donc bien évidemment, comme d'habitude, c'est-à-dire le technique d'abord, le fondamental ensuite et la liquidité, c'est-à-dire le sentiment en dernier. On passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord. Et également, si vous voulez accéder à la vidéo privée en plus que je poste tous les jours, cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo. On est là sur le Bitcoin en daily face au dollar, comme d'habitude. On a une structure qui pour moi est toujours haussière, à la fois en 4 heures, à la fois en daily et à la fois en 1 heure même. Haussière en daily, vous le voyez tout simplement ici, c'est une potentialité, le fait qu'elle soit haussière en daily. Il nous faudrait à nouveau un plus bas, plus haut que le précédent et ensuite recasser un nouveau plus haut ici également, mais en tout cas ça se présente bien. Deuxième chose, haussière en 4 heures, pour moi je le vois ici, je formule comme ça, donc ça c'est pareil, c'est potentiellement également en train de très joliment se retourner. Vous le voyez en fait, ce qu'on regarde ici, c'est ce gros W là, tout simplement. Et puis haussière en 1 heure, vous voyez que c'est plus ou moins une contraction, plus qu'une hausse ici. On a plus une contraction du prix pour le moment, donc on va voir ici ce que ça donne. Par contre, dans les petites time frames, on est baissier, sauf à aller jusqu'aux 5 ou 15 minutes sur lequel on est haussier, puisqu'on s'est récupéré ici de justesse sur le support des 27,2. Pardon. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quelque chose qui rejette en 15 minutes ici. Ici, vous le voyez, là, on a un 15 minutes qui rejette systématiquement. Et pour le moment, donc on a rebondi ici sur 27,2 et on est peut-être en train de tenir un niveau ici pour essayer d'attaquer celui-là en 15 minutes également. Si je vous trace des trends de distribution, on pourrait tracer également le triangle d'indécision que je vous ai mis tout à l'heure. Pourquoi pas ? Pourquoi pas. Maintenant voilà, alors cette daily là est perdue, littéralement, donc on oublie le concept d'un élargissement et d'une hausse supplémentaire dans l'élargissement. Si on verra quelque chose, ce sera peut-être potentiellement autre chose, soit un élargissement plus large, c'est-à-dire faire quelque chose comme ceci, 1, 2, 3, 4 et peut-être une 5 ici. Maintenant, je suis pas fan parce que c'est pas très joli, voilà, je suis pas extrêmement fan. Ici, vous voyez qu'on l'attaque, mais on ne la perd pas. Si jamais on la perd, on a un très joli point pivot ici, puisque vous comprenez ici que la précédente partait également de ce point-là. On a un très joli point pivot à venir chercher éventuellement à 26. Ça voudrait dire que si on perd celle-ci, des bonnes chances de venir sur celle-là. Et si on perdait celle-là, des bonnes chances de venir aplatir tout simplement cette trend. C'est-à-dire, ça vous donne ici tout simplement une baisse. Ça vous donne la tendance, tout simplement. Donc point pivot 26,2, bien le garder en ligne de mire, que ça peut potentiellement être une target short. Et puis, à ce stade, on ne perd pas ce point-là. Et vous voyez que donc, en théorie, la suite, c'est peut-être potentiellement de revenir à minima, reprendre celui-ci. Cela dit, on a très jolie défense ici des 27,2. Quand on va regarder Ethereum, BTC, on a une forte déviation là-dessous. Est-ce que ça va réintégrer ou pas? Vous savez que je suis très bull sur Ethereum pour les prochaines semaines. Ici, pour moi, on a la capitulation. Est-ce que ça tient? Déjà, c'est une première question, ou alors est-ce qu'on est en train de perdre la structure bullish qui était bien évidemment le biseau descendant dont je vous parle depuis désormais un certain temps, c'est-à-dire celui-ci, d'accord, qui pour moi pourrait être terminé sur Ethereum BTC, c'est-à-dire que là pour le coup on a eu 1, 2, 3, 4, 5, on ne veut pas repasser, on se fait rejeter ici par les 0,63, on revient tester ici le bar, on fait même une déviation dessous. En tout cas la certitude c'est qu'on est dans la zone d'achat si on doit rester dans une structure haussière par rapport à ce mouvement là, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que si c'est une déviation, on devrait le savoir assez vite, c'est-à-dire que quand je parle d'une déviation, je parle de on va sous un support pour attraper un petit peu de monde et puis ensuite derrière on réintègre, on n'est pas les seuls à regarder ce point là. Malheureusement hier ça m'a coûté une entrée parce que la structure d'Ethereum a été beaucoup plus baissière que BTC, on a vraiment eu une grosse capitulation sur Ether hier, en tout cas dans la structure. Vous comprenez que si jamais je venais allez faisons comme ça, tac, voilà, et là on va mettre Ether comme ça par exemple.
Voilà, ici vous avez Ether en haut, en 4 heures, on va le mettre, voilà. Ici vous avez Ether en haut en 4 heures, et là vous avez la structure, vous le voyez, de BTC en 4 heures, en bas ici à gauche. Ben, ce qu'on peut regarder, c'est que à structure équivalente, vous le voyez ici, Bitcoin est beaucoup plus haussier que Ether, hein. Vous comprenez qu'Ether ici, c'est comme si en fait on était là, c'est-à-dire comme si on était à 25 000 au moment où on fait ce push en bas là, on nettoie absolument toute la structure, et donc le niveau est extrêmement intéressant pour rentrer. Donc j'ai été opiniâtre, j'ai donc ici perdu une entrée, hein. J'ai perdu une entrée assez conséquente à 2%, et sur laquelle je suis allé à la liquidation. Et j'ai repratiqué ici une entrée à 5. Donc là, j'ai dérisqué de moitié cette entrée, et pour l'instant, ça se passe très bien, puisqu'on est à 61% de profit. Il faudrait, pour moi, déjà, pour que, on va dire, cette semaine soit gagnante, que ça pousse à 200%, hein, c'est-à-dire que revenir ici, retoucher les 1650, et que je décide de prendre profit, parce que j'en suis pas encore sûr que dans cette zone-là, je prendrai profit. C'est peut-être un trade que je vais essayer de laisser courir un peu plus longtemps, parce que vraiment, entre guillemets, voilà, c'est l'opportunité, c'est comme si Bitcoin était à 25,2. Vous voyez que quand je me mets ici sur le point qui est là sur Ether, eh bien, je vois le même point ici sur BTC. On est littéralement sur soit on tient une structure haussière, soit on passe littéralement en baissier sur Ethereum. Pas d'autre plan, hein, en fait. Et là, je parle de la daily. Vous voyez ici que sur Ether, je fais un point ici, je fais un point ici, je fais un point ici. Ici, je fais un plus haut. Donc, le plus bas à ne pas perdre, c'était celui-là. Donc, soit ici, on reste dans le même scénario que initialement, c'est-à-dire que Ether va surperformer BTC dans les semaines qui viennent, et donc, du coup, probablement nous montrer une structure différente. Vous comprenez que ça, c'est une structure en montée, ça, c'est une structure à plat. C'est pas du tout la même chose, et on part ici à peu près du même point. Donc oui, Ether se fait démonter par rapport à Bitcoin, mais c'est ça qui crée des opportunités, c'est ça que je veux dire par là. Voilà pour le technique, un petit point sur la stablecoin dominance qu'on n'a pas faite depuis un petit moment. Eh bien, la stablecoin dominance, on va aller par là, pardon, on va se mettre là plutôt, ça sera plus simple, et on va aller ici. Stablecoin dominance, moi je la regarde beaucoup parce que pour moi c'est l'indice du cash en crypto. Alors ça revient un petit peu à regarder le total à l'envers, mais vous avez quand même ici des structures également qui se créent. Donc du coup c'est extrêmement intéressant de savoir comment se positionne le cash tout simplement par rapport à la crypto. Ici vous voyez qu'on est toujours sur cette trend qu'on va qualifier d'historique, au sens où c'est vraiment la moins agressive des deux qui était ici sur la descente depuis les derniers tops. Pour le moment on se fait repousser, donc ça reste plutôt propre. Maintenant, attention, pourquoi? Parce que on est venu, vous le voyez ici, revisiter une première fois ce support potentiel, c'était le support d'ici, hein. D'abord c'était une résistance tout le long, ensuite on vient éclater, on vient aller chercher les targets de cette épaule inversée, derrière on revient refaire une touchette, on revient prendre très légèrement un plus haut, et puis là on est en train de rebondir sur support, donc est-ce que ça veut dire retourner ici, ce qui globalement nous emmènerait à peu près à 25 000 sur BTC, hein. Là ça c'est les deux touchettes à 25 000 que vous voyez ici en haut, ou alors tout simplement est-ce qu'on est vraiment dans un mouvement dans lequel on va enfin réattaquer ce support là et le passer. Donc ça c'est la question, est-ce que c'est cette trend qui gagne ou alors est-ce que c'est ce niveau? En général c'est un niveau qui gagne sur une trend, sauf à dire qu'il y a un autre niveau qui se présente et qui puisse venir repousser. En l'occurrence ici on peut dire qu'il y a en effet un niveau, s'il y en avait un en tout cas ça serait celui-là qui pourrait aller chercher le niveau du bas. Et donc ça nous donnerait un retest de la trend une nouvelle fois, c'est-à-dire avoir un plus bas à nouveau sur BTC. Et là je pense qu'on est sur les 27,2, hein, 25 septembre, on est peut-être même légèrement en dessous. On va regarder ça. Donc vous comprenez, si on fait ça sur la stablecoin dominance, à dominance égale sur Bitcoin, si on fait ça sur la stablecoin dominance, ça veut dire retourner à 11% à peu près, hein. Je dirais que le niveau est légèrement en dessous puisqu'on a pas mal de mèches qui tiennent ici. Si ce niveau-là tient, à ce moment-là, target à la baisse, on va le mettre. On va y arriver. Allez, bon, c'est pas grave, on va se décaler pour pas avoir l'aimant. À peu près par ici, vous voyez, on ne veut pas passer là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Si jamais on arrive si jamais ce niveau-là tient, à ce moment-là, c'est une bonne chose pour les haussiers, on va dire. C'est-à-dire que tout simplement, on passe dessous. Ici, on a un petit niveau également qui est un niveau daily qui pourrait aussi repousser, hein, puisque pour le moment, si jamais on enfonce le daily là-dessous, on est déjà sur ce niveau-là, hein, d'accord, ici. Si là, ça repousse, on peut, grâce à ce niveau, attaquer ce niveau, ok ?
Et à l'inverse, si jamais ça ne repousse pas là, il est possible que ça repousse ici. Donc, nouveau retest de la trend, auquel cas c'est lui qui viendra nous aider à casser celui-là. Et à contrario, si ce niveau est suffisamment fort, et bien à ce moment-là, on cassera la trend. Et là, c'est un petit Armageddon, sous-entendu peut-être 20 000 $. En tout cas, donc on va regarder ici où on en était. Si jamais donc on ne tient pas ce niveau-là sur la stablecoin dominance, encore une fois, des bonnes chances d'aller à peu près sur ce niveau-là qui correspond à la journée du 26 septembre. On va aller regarder où était le prix à ce moment-là. Et puis ici, il faut comprendre qu'on est à 28,5 quand on est là-dedans. Donc si jamais ce niveau-là repousse et nous ramène là, ça veut dire qu'on retourne à minima à 28,5. Et si jamais on le casse, ça permettra tout simplement peut-être éventuellement d'aller à 30 ou 31 000 $. Cela dit, attention, on est dans une structure un petit peu compliquée. Si jamais on devait regarder une structure là-dedans, je dirais qu'un élargissement, pourquoi pas, et nous donner un élargissement ici. C'est, encore une fois, c'est quelque chose que je défends beaucoup sur la chaîne. C'est extrêmement hasardeux d'envisager une structure chartiste avant qu'elle n'ait lieu. On l'a vu d'ailleurs. Je vais vous montrer après sur Ethereum. Donc du coup là, pour moi ça nous donnerait peut-être potentiellement soit une jambe baissière, soit un retour sur le niveau, rotation partielle, et à ce moment-là on dégage au-dessus. Les élargissements font souvent des rotations partielles, c'est-à-dire que leur 5 ne va pas complètement chercher en bas. Je vais revenir ici sur cette idée que c'est quelque chose de plus dangereux que de coutume que d'aller identifier une structure chartiste dont on pense qu'elle va casser avant d'avoir été complètement dessinée. Et je prends l'exemple de Ethereum contre le dollar. On voit ici peut-être un biseau également, une, 2, 3, 4. Il nous manquerait peut-être une 5. Et vous vous rappelez que sur Ethereum, on avait eu cette analyse et on avait même mis ces barres là. Est-ce que finalement, ça serait pas ça le bon trade, c'est-à-dire rentrer à 1480 et sortir à 2112? Vous comprenez que si on prend ce trade ici, on prend le risque de perdre la structure. Hein. Il y a des choses bullish qui parfois cassent par le bas. Ça, c'est un premier risque. Deuxième risque, tout simplement de faire encore quelque chose là-dedans. On n'est pas forcément nécessairement en 5 vagues. Donc, le vrai chartiste, entre guillemets, il viendra plutôt essayer de longue une cassure ou un retest ici. D'accord? Donc, c'est ça que va faire le trader chartiste. Personnellement, j'utilise un peu les deux, mais j'utilise le chartisme en tout cas pour plutôt justement tenter des choses encore plus risquées et essayer de maximiser par rapport à ça. Comment je fais à ce moment-là? On a quand même des chances ici de rebondir, on a même des chances de rebondir ici. La réponse, la question, la question est vite répondue. C'est que ici, vous le voyez, on a une trend. Pour moi, cette trend pourrait tenir. Maintenant, si on voulait dessiner entièrement toute cette figure-là, ça voudrait dire 1480, d'accord. Le risque, on va dire, il doit être peut-être potentiellement soit pris là, soit à la cassure retest, comme ferait un chartiste. Personnellement, encore une fois, j'utilise plutôt le chartisme ici pour essayer de rentrer sur des bas de structure ou en tout cas sur quelque chose qui peut me donner une réaction. On sait ici qu'il y aurait une réaction. Pourquoi? Parce que toute la liquidité, elle est prise. Donc ça, c'est une forme de réaction. Déjà là, on sait que la liquidité en weekly, il y a une bonne partie qui est prise. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure sur la liquidité. Donc ici, on aurait vraiment pris toute la liquidité, sauf à dire qu'on traîne dans la zone, c'est-à-dire comme ceci, et on traîne. Et à ce moment-là, on réenclenche de la liquidité en dessous. Si en tout cas, ce mouvement à 1480 n'était qu'une mèche extrêmement vite rachetée, à ce moment-là, c'est extrêmement bull parce qu'on ne laisse pas le temps aux longueurs de rentrer. Donc on se remettra ici potentiellement plus haut et de la liquidité qui sera plus haut. Donc ça veut dire que le plus bas des 1480, il pourrait être retesté pour sortir les longueurs. Mais il a des bonnes chances de tenir. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la mèche. Si jamais on y va, c'est la mèche clairement qui m'intéresse. La deuxième chose ici, c'est que on peut très bien repartir ici puisqu'on est sur trend historique. Mais maintenant, le plus propre, ça serait de finir cette 5e dans le biseau et ça serait de rebondir là où on n'a plus de liquidité, c'est-à-dire 1480. 1480 et on va dire le point d'entrée ultime sur Ethereum et on en avait parlé ici quand on avait, je pense qu'il y a de ça 4-5 jours, donné cette possibilité. Maintenant, shorter là-dedans pour aller à 1480, je sais pas ce que j'ai fait là, mais c'est pas grave. Shorter là-dedans pour aller à 1480, pour moi, c'est pas le plus intéressant. Il faudrait être dans ce short depuis déjà un petit peu plus longtemps. Il faudrait avoir shorté tout simplement le haut ici pour justement aller chercher cette 5. Je préfère largement les biseaux aux élargissements. Sincèrement, les élargissements sont beaucoup plus tricky.
Décidément, j'ai la souris qui déconne peut-être. Les élargissements sont beaucoup plus triqués que les biseaux. Donc là, on peut peut-être se dire, ok, il nous manque un passage sous la structure, sur Ether. Là, je suis sur le spot. Vous allez voir également que si je veux voir sur les perps, désolé, ça va être un peu long, mais vous voyez qu'on a cette énorme déviation ici. Ça, c'est important à comprendre. C'est-à-dire que la structure sur les perps est très légèrement différente, mais on a quand même cette 1, 2, 3, 4 et éventuellement une 5. Le truc sur les perps également, c'est que, et c'est là que ça se complique, et bien sur les perps, on a quasiment touché le bas ici de la structure, d'accord? On n'est pas passé dessous. Dessous, ça voudrait dire 1530. Et aller à 1480 sur les perps voudrait dire refaire une déviation un petit peu de ce style-là sous le biseau pour finalement faire juste une mèche et réintégrer. Quand je parle de déviation, c'est une mèche qui sort de la structure. Ça ne veut pas dire que quand vous prenez les structures, vous ne devez pas prendre les mèches. Moi, j'aime bien quand c'est extrêmement propre, mais là, vous le voyez, on a eu une analyse sur le spot et une analyse sur les perps, et vous voyez que ici, ça, on l'a pas sur les perps. On l'a pas sur le spot, pardon. Voilà, allez, c'était déjà assez suffisamment long pour la partie technique. On va sur Twitter pour aller regarder qu'est-ce que j'ai retweeté un petit peu depuis hier. Je crois qu'il n'y avait pas grand-chose. Le quantitative easing qui désormais a diminué, la balance de la Fed de 1 trillion. Il en resterait encore 4 ou 5 pour revenir au niveau pré-Covid, et il en resterait encore 7 ou 8 pour revenir au niveau normaux, voilà. Ici, Lockheed Martin, qui est finalement l'action qui produit les F-35, toutes ces choses-là, enfin tous les avions, hein, en gros, plus pas mal d'armement, vous le voyez, qui est très bien, hein, depuis le début de l'année, on a fait un plus 25%, et là, au moment de l'annonce de la guerre en Israël, on fait un plus 7%. Et au moment, bien évidemment, de la Russie qui envahit l'Ukraine, on avait fait énormément. Voilà, j'ai pas beaucoup retweeté dernièrement. Wall Street Journal, sur lequel eh bien, on a pas mal de propos, on va dire, pro-israéliens, ce qui est relativement normal. On ne s'attend pas ici à ce que Wall Street Journal nous donne autre chose. Ici, pas grand-chose sur Journal du Coin. Ici, le Mexique qui a les yeux rivés sur XRP. Bitcoin qui attend pas mal de volatilité avec un contexte géopolitique compliqué. Ici, là, oui, ça c'est intéressant. On a une proposition sur Bitcoin qui serait éventuellement tout simplement d'amener les smart contracts sur Bitcoin. Vous savez que sur Bitcoin, vous pouvez un peu tout mettre. On l'a vu avec les ordinals, etc. Vous pouvez mettre du NFT, etc. Vous pouvez utiliser Bitcoin en fait comme une énorme horloge. C'est une horloge, oui, c'est ça. Une énorme horloge et également une petite forme d'étagère dans laquelle vous pouvez aller caler des trucs tout simplement. Et donc ça dépend de ce que vous laissez caler dedans. On va pour faire vraiment simple. Et en gros, on pourrait bien évidemment ici avoir du smart contract sur BTC, aucun problème là-dessus. Alors tout le monde dit oui, c'est la fin des altcoins, c'est la fin d'Ethereum, etc. Je pense pas du tout. Je pense que tout ça est extrêmement complémentaire, hein. On a besoin un petit peu de tout, on a besoin de beaucoup plus de vitesse de transaction, voilà, donc tout ce qu'apporte Ethereum et les Layer 2 ne sera pas remis en cause du tout, je ne pense vraiment pas que ça soit le cas. Derrière, ici pas grand chose d'intéressant, autant pour moi. Ici, Israël qui dit qu'ils ont sécurisé la frontière de Gaza alors que le conflit rentre dans son 4e jour. Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose sur les news économiques. Demain, on aura le PPI qu'on regardera, et puis on aura bien évidemment le CPI, et ça sera jeudi 12. Et ici, pourquoi une guerre Israël-Hamas pourrait changer ce que la Fed fait en termes de taux d'intérêt. Alors j'ai lu l'article, c'est pas extrêmement intéressant, donc voilà, on passe là-dessus. Si vous voulez aller voir sur MarketWatch, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. On passe sur la liquidité, j'en profite également bien évidemment pour vous redire de mettre un like, c'est important si vous êtes allé jusque là, c'est le juste retour des choses. On a 106 millions de liquidations hier, c'est plutôt important par rapport à une action de prix qui n'a pas été extrêmement énorme. À peu près la moitié sur Bitcoin et Ethereum, ça c'est relativement dans la normalité, et on a liquidé surtout du long puisque l'action de prix a été surtout baissière. Sur le carnet d'ordre, eh bien on s'est un peu repris là, je vois pas grand chose avant 27,3, je vois pas grand chose à la vente avant 28. Vous voyez qu'on n'a pas ici d'inversion de sentiment, c'est-à-dire on n'a pas énormément d'ordre à l'achat ici qui viennent se mettre dedans sur ce rebond-là, et on n'a pas d'ordre à la vente non plus, donc au niveau du sentiment, on peut pas vraiment dire qu'il y a quelque chose qui est changé. Derrière, sur les marchés en levier, eh bien, on va regarder sur les pertes déjà sur BTC.
Alors, beaucoup de longues ici sur toute cette zone, surtout là où ça baisse. Moi, c'est ce que je vois là, ici. Donc, j'ai un point à prendre en bas. Moi, je regarde surtout les anomalies, hein, c'est-à-dire quand le funding baisse, mais que quand le prix baisse, mais que le funding augmente, par exemple. Ici, bon, c'est plutôt normal jusque-là. Là, j'ai une latéralisation avec du long, donc on va rajouter également un point de long à venir chercher peut-être potentiellement par là. Et puis ensuite c'est normal jusque là c'est un petit peu shorté, mais c'est ce qu'on est en train de prendre en ce moment, et derrière toute la montée, tout ça est shorté, et tout ça est normal, ici normal, ici normal, ici normal. Depuis on a une forme de normalité, donc ce qu'on peut dire peut-être, c'est qu'on a peut-être quelque chose à prendre en haut là, juste en haut de ce mouvement, mais je le laisse entrétiller parce que c'est pas énorme. Donc plutôt, vous le voyez ici, peut-être potentiellement du long qui est rentré sur ce retracement haussier. Ether, bah, ça m'intéresse pas mal parce que je suis en trade dessus. J'ai pas de trade ouvert sur Bitcoin en ce moment. Ether, très propre aussi hein, sur les liquidations qu'on est venu chercher. On n'a pas pris le dernier point qui est ici au 1543, même si je crois que sur d'autres exchanges ça a été fait. Cela dit, donc on a dégagé ça, on a dégagé ça. Vous voyez que d'une certaine manière, on a quand même pas mal de monde qui est optimiste hein, sur Ethereum. Ici, cette grosse chute ici, on liquide surtout du long, hein, finalement. On ne vient pas chercher on ne vient pas, il n'y a pas vraiment beaucoup d'ouverture de short, puisque vous voyez que le mouvement est tout de suite assez sharp et tout de suite refait, on va dire. Ici, c'est rentré un peu long sur le bas, donc peut-être qu'on peut mettre celui-ci en 2 pixels dorénavant. Voilà, derrière du long ici, là où c'est intéressant, c'est que là ça ferme du contrat. Donc ça c'est assez curieux. Vous voyez que pourtant le prix latéralise et ça ferme énormément de contrats. Et le funding qui était à l'augmentation se latéralise ici. Donc je dirais qu'on a pas mal de longues ici qui ont fermé, qui ont pris profit sur cette zone. Derrière on réenclenche un petit peu de longue sur cette zone là, mais ça va plutôt dans le sens du prix, sauf à dire que là peut-être il y a quelque chose. Donc on va mettre un long ici en 1 pixel. Ensuite, assez forte augmentation du nombre des contrats, et ça dans les deux sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut mettre celui-là éventuellement en 2, tac, et que là, j'ai du monde en haut aussi, ici. Et là, donc, c'est du short. Vous comprenez? Augmentation des contrats, prix qui augmente légèrement et funding qui monte puis qui descend. Ça me donne tout simplement ici une anomalie de funding sur le haut, une anomalie de funding sur le bas et une forte ouverture de contrat, ce que j'aurais tendance à dire. Même là, vous le voyez, on a peut-être même plus de longues que de short. J'aurais presque même tendance à dire, bon, allez, les niveaux sont équivalents. On laisse celui-là en 1 pixel et on met l'autre en 1 pixel également. Des bonnes chances d'aller au-delà de 1006 sur Ether et des bonnes chances d'aller sous 1574. Donc ça c'est fait. On va faire les poches de liquidité maintenant. 22 minutes, on accélère. Alors, vous le voyez ici, assez peu de longues sur Bitcoin. Nous, on en voyait plus que ce qu'on pensait, en tout cas depuis ce move ici. Il y en a quelques-uns hein, quand même, bien évidemment. Donc iBlock est pas vraiment d'accord avec l'analyse qu'on avait tout à l'heure, et par ailleurs assez peu de short également. Bitcoin qui intéresse assez peu de monde finalement hein, en ce moment. Enfin, même que ça soit en open interest ou au spot, il y a un total désintérêt un petit peu de ce qui se passe sur la zone. C'est pour ça que on a un petit peu des grosses mains qui font joujou avec, parce que étant donné qu'il y a peu de contrats dans le carnet d'ordre, bah, c'est assez facile de faire joujou avec tout simplement. Ici 27 000 en bas. Et on peut pas parler de grosse poche de liquidité. Donc si ça allait en haut, il faudrait vraiment, on va dire, un gros achat au spot ou quelque chose qui se passe, une vraie news, un vrai quelque chose pour éventuellement passer ce qu'on va estimer comme étant plus ou moins une résistance au 28. Un peu plus de monde sur Ether, légèrement au-dessus, je dirais 1606 pour l'instant à ce stade. Légère toute petite poche de liquidité à 1643, mais elle est pas énorme. Donc 1606 dans les tuyaux et peut-être un plus haut ici si jamais il y a du short qui sera ajouté par exemple. Par contre, vous le voyez sur Ether, on a aussi eu plus de longue à l'entrée ici sur ce mouvement, donc ça a quand même long et fort. On va voir si une partie a été prise ou pas. Donc dans ces bulles là, oui, une bonne partie a été sortie, surtout sur les grosses bulles. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'elles ont eu lieu avant tout simplement ou après. Et celle-ci a eu lieu après, mais sinon le reste a eu lieu avant. Donc il n'y a que celle-ci qui est encore en position à 1546. Ça pourrait être le grand gagnant, comme ça pourrait être un point qu'on revient visiter également plus tard. Ensuite, la 12 heures, donc pour le sentiment sur Bitcoin en l'occurrence ici.
Eh bien, un sentiment qui était peut-être un peu plus shorter, mais on a pris la zone dorénavant, donc on est à peu près à l'équilibrium, voire même j'ai peut-être plus de longues que de short sur les 12 dernières heures. Sur les 7 jours, sur la 7 jours, eh bien, sur Bitcoin, on voit quand même, ça jaunit en haut, mais on voit que la forte zone, elle est plutôt à 26, voire sous les 26. Je vous parlais tout à l'heure de ce point pivot à 26 100. Peut-être qu'il y a quelque chose à aller faire dans cette zone. Et la 12 heures, donc sur la liquidité, il y a quand même sur la One Week des choses qui nous disent qu'on est baissier. Et sur Ether, là où on avait un sentiment extrêmement shorter hier, désormais on a un sentiment extrêmement longueur. Donc ça irait peut-être plutôt en faveur de venir chercher un double bottom. Cela dit, vous le voyez, la One Week sur Ether, elle est magnifique, hein, ce retracement, il est magnifique. Il prend toute la poche de liquidité, la première là qui est là, ensuite on se retourne, on vient bouffer de la liquidité plus haut. Donc la grande question ici, c'est est-ce qu'on va croquer maintenant ce qui est là, et peut-être même au-dessus, hein, ou alors tout simplement, est-ce qu'on va devoir revenir retaper en dessous, ok? Il n'y a pas en ce moment de grosses news par rapport à la crypto. J'aurais tendance à dire, vendredi 13, si jamais la SEC n'a pas fait appel sur Grayscale, pour moi c'est une news majeure. C'est-à-dire qu'elle capitule par rapport, tout simplement. Ça veut dire que les ETF spot vont être acceptés. Ça veut dire que tout ça va se mettre dans les tuyaux beaucoup plus rapidement qu'on ne pourrait le croire. Si jamais on a un appel, demain, après-demain ou vendredi, de la part de la SEC, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va potentiellement avoir une très belle jambe haussière, parce que ça veut dire, bon, ok, on a des ETF spot qui sortiront de toute façon pas avant janvier, et voire peut-être, pourquoi pas jamais, hein, on n'a aucune certitude ici, même s'il y a des très fortes chances que ça sorte. Et puis, également, vous le voyez bien sûr, cette idée aussi que tout simplement la SEC déjà refuse tout simplement l'ETF spot de Grayscale dans un premier temps et que cette bataille juridique prenne énormément de temps encore à se mettre en place. Allez, la clôture, enfin la conclusion de cette vidéo, on va aller sur le 15 minutes, on va dire ce que on pense, qu'est-ce que pourrait nous donner le prix. Alors déjà, on va dire de manière assez simple ici, et là on est sur du 15, j'ai eu une impulsion et j'ai eu une structure d'achat. C'est ça. Ok, le flag qui est là. On va dire que là, maintenant, qu'est-ce que nous a donné le prix? Le prix nous a donné un push, donc tous ces shorts, tous ces SL de short sont sortis. Derrière, un retracement, donc en fait c'est un retest du flag que vous voyez là. Et puis on est quasiment ici on est quasiment venu prendre le top, on va dire, de la structure. Donc à partir de là, maintenant qu'on a eu à peu près ce qu'on voulait par rapport à cette petite structure, mais qu'elle nous a rien donné de gros et d'impulsif derrière, soit on vise un fair value gap légèrement au-dessus, et je parle ici en termes de qu'est-ce qu'on vise, est-ce qu'on reste dans une structure baissière ou une structure haussière? Comprenez bien que la 1 heure est en train de se contracter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, voire même ici, voilà, là on a la contraction, ok. Donc la question ici là-dedans c'est, et je le dis souvent un triangle se transforme en range sur Bitcoin ou Ethereum, ou alors si jamais il casse en haut, il doit retester, ne pas réintégrer la structure du reste et ensuite tout simplement réellement venir choper le top. Et à partir de là on peut se dire que oui, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc triangle en général c'est une continuation, ça voudrait dire ici continuation haussière. Maintenant on parle ici d'une figure qui, je trouve en tout cas sur BTC, atteint assez peu souvent ses targets et ses niveaux. Donc du coup, sur la crypto, j'aurais plutôt tendance à me méfier des triangles et à potentiellement me dire que c'est tout simplement quelque chose qui se transforme en range, ok. On peut éventuellement ici avoir que ça soit d'un côté un push au 29 comme un push au 26. C'est la question qu'on pose depuis désormais au moins 2 semaines. Est-ce qu'on touchera les 26 avant de toucher les 29? Pour moi, je reste dans l'optique qu'on va toucher les 29 avant les 26. Maintenant, je peux bien sûr me tromper. Et voilà, on a ici un CPI qui arrive. Pour moi, le CPI sera plutôt bon ce mois-ci. On l'avait calculé ensemble. On avait fait toute une vidéo là-dessus. Je sais plus si c'était avec dans la vidéo privée ou si c'était ensemble, mais il me semble qu'on avait fait une vidéo quand même sur le channel là-dessus. Et donc voilà mon idée. Moi, je pense qu'on touchera les 29 avant de toucher les 26. Une fois qu'on aura touché les 29, on refera un petit point un petit peu sur est-ce qu'on n'aurait pas besoin de revenir tester les 25. Voilà. Pour moi, le scénario il se propose comme suit. Maintenant, attention ici à ce point pivot. Pour le coup, le critère graphique qui pourra vous dire on va à 26 avant 29, c'est si jamais en daily on perdait celle-ci.
Si jamais elle est vraiment perdue en daily, ça veut dire on reconnecte avec celle-ci, et si en plus on perd celle-là, ça veut dire quasi certitude de revenir à ce niveau-là. Voilà, pour moi le critère graphique il est là. Si on rebondit ici sur cette zone, et aujourd'hui, attention pourquoi? Parce qu'on est mardi, ça donne la tendance de toute la semaine le mardi, enfin assez souvent, on va regarder ici vite fait les futurs sur S&P, parce que ça peut nous donner un petit indice. Pour le moment, vous le voyez hier, qu'est-ce qui s'est passé sur S&P? Oui, on va prendre les futurs même. On avait ouvert un gap ici qui a été fermé. Hier a été une journée plutôt haussière et ça c'était plutôt une bonne chose. Et là on fait une structure un peu d'essoufflement. Donc attention à ça. Ça peut drop et ça peut drop assez fortement. Sur SP500, on va dire la vraie cotation, même chose. On avait ouvert ce gap hier. Pour le moment, ça a coté un peu comme ça, mais vous voyez que ça risque d'ouvrir en gap très légèrement haussier. Donc ça peut nous donner aussi la même structure d'essoufflement. Par ailleurs, on a des gaps à prendre en haut sur S&P. On a des gaps à prendre en bas aussi, hein, d'accord. Il ne faut pas ici, là on a deux gaps ici jusqu'à 4000, peut-être qu'il y en a même en dessous, et des gaps à prendre au-dessus, tout simplement dans cette structure de baisse, on a laissé des gaps sur le chemin. Voilà, et bien écoutez, trader en fonction de vos propres convictions, on va dire. Ici, moi j'ai l'impression, en tout cas quand on regarde sur Twitter, le Discord, etc., que le sentiment m'a l'air plutôt baissier. Dans l'esprit, hein, voilà. Je demande à voir personnellement et j'irai plutôt dans l'idée d'un push supplémentaire, d'accord. Je peux me tromper, bien évidemment, et c'est pour ça qu'on a un risk management et qu'on fait attention à ce qu'on fait, tout simplement, puisqu'il arrive assez fréquemment qu'on ne soit pas dans le bon sens, et c'est pour ça du coup qu'on a un stop loss, un risk management, tout ce qu'il faut. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser, on va dire, de choses et d'autres. Allez, la question du jour, est-ce que vous avez un accessoire vestimentaire que vous collectionnez? Personnellement, moi c'est les lunettes de soleil, et c'est également, vous l'aurez compris, les chapeaux, même si celui-là, j'en ai pas trop changé souvent ici. Il faut que je retourne au magasin pour trouver des trucs un petit peu sympas. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Oui, une news que j'ai laissé passer aussi, mais c'est pas grave, on en parlera peut-être demain. Robert Kennedy Jr. Sort des démocrates pour se présenter sans étiquette. Donc ça diminue énormément ses chances d'être élu, bien évidemment. Il aura peut-être un peu plus de temps de parole, mais ça diminue énormément ses chances d'être élu. Donc du coup, on peut considérer qu'il est hors course et que malheureusement, il va emmener avec lui dans les votes des candidats pro-Bitcoin, d'accord ? C'est pas une bonne nouvelle en soi pour le BTC, et c'était vraiment quelqu'un qui, potentiellement ici, si jamais il était passé chez les démocrates, je pense qu'il est sorti parce qu'il savait qu'il ne passerait pas chez les démocrates, avait une voix pro-Bitcoin, mais je parle ici vraiment c'était quelqu'un qui était extrêmement pro-Bitcoin. Voilà, malheureusement, il se présente donc tout seul, donc très peu de chances d'être élu. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain, portez-vous bien d'ici là, et merci de votre fidélité, à très bientôt, ciao.